Place à notre invité, Maître Doudou Kaïmba Kodasso, avocat au barreau du Kouilou. Avec lui, nous allons parler du phénomène kidnapping qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale et des audiences foraines organisées à l'esplanade du bâtiment de la territoriale. Maître, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau de Justicia. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et souhaitons bon vent à cette entreprise qui continue à informer les paisibles citoyens sur des questions judiciaires ou sur des questions juridiques qui caractérisent le monde du droit. Alors, une grande question juridique qui caractérise le monde du droit, c'est aussi ce phénomène de kidnapping. C'est pour ça que vous êtes là, en tant que praticien de droit, mais aussi et observateur d'ailleurs de la situation. On constate que ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, on vit dans une cacophonie. La ville de Kinshasa bouge avec ce phénomène. C'est d'ailleurs comme un mode de criminalité qui vient nouvellement de s'installer dans la ville. Alors, c'est des enlèvements qui sont faits selon des informations qui nous parviennent, soit pour demander des rançons, soit pour certains, mais au conditionnel, qui chercheraient à vendre des organes. Votre analyse un peu aujourd'hui, avant et actuellement, la situation sécuritaire de la ville, qu'est-ce que vous constatez en tant que juriste et observateur? Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que d'aucuns, aujourd'hui, dans la capitale, ignorent l'existence de ces phénomènes d'enlèvement qui continuent à inquiéter les paisibles citoyens et qui créent une psychose, parce que depuis un certain temps, la population quinoise en particulier, ou encore la population congolaise en général, est en train de vivre un moment très affreux, vraiment très inquiétante, parce que là, et d'ailleurs, pour votre information, j'étais quelque part, j'ai cherché une moto parce qu'il fallait arriver vite, étant donné que le temps passait largement. Et j'entends quelqu'un dire que non, bon, il voulait entrer dans un taxi, il s'est dit, ah, il vérifie. Donc, il doit d'abord se rassurer pour monter dans un taxi. Je pose la question au chauffeur, il me dit que non. Ah, papa, ces derniers temps, c'est compliqué pour nous. Même nous, en tout cas, on ne travaille pas. C'est-à-dire que c'est un climat d'insécurité qui a essayé un peu de fragiliser la vie normale de la population congolaise actuellement. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier brusquement ce manque de confiance de la population aux services qui devraient les protéger, notamment la police? Est-ce que parce qu'on a retrouvé 4 policiers parmi les criminels, est-ce que c'est suffisant pour faire perdre à la population cette confiance? Bon, je pense que depuis un certain temps, la police congolaise s'est aussi livrée à un certain moment à des pratiques qui étaient hors normes, en fait. Et puis, ce sont des choses que la population quinoise ou encore la population congolaise était déjà en train de dénoncer. Parce qu'il arrivait 2 fois où, vous voyez, une personne est très menacée par soit des Koulouna, parce que le phénomène Koulouna aujourd'hui, je pense bien que ça a été sursi au profit peut-être de ces phénomènes des enlèvements. Et alors, vous trouverez que c'est ce qui a créé cette crise de confiance, et cette population veut à tout prix passer lui-même au règlement de compte de certains malfrats ou de certains malfaiteurs, ce qui dérange aujourd'hui la population congolaise. Donc, la population congolaise est prête aujourd'hui à prendre ses responsabilités, à prendre la chose à main. Pourquoi? Parce que la mission de la police, à un certain moment, a été défaillante. Donc, la population, en tout cas, pour ça, la population ne fait plus confiance à sa police qui devrait, en principe, assurer sa sécurité. Alors, en tant que juriste, vous avez parlé du phénomène de kidnapping. Oui. Il y a l'enlèvement tel que c'est défini par le code pénal. Est-ce qu'il y a une différence en termes de compréhension même de ce délit? En termes de compréhension, oui, c'est-à-dire... C'est quoi un enlèvement? C'est quoi un kidnapping? Que disent les textes par rapport à ça? Oui, les textes, je voudrais vous faire l'économie, c'est-à-dire que l'enlèvement est défini en quelque sorte comme étant un déplacement, c'est-à-dire le fait de prendre soit une personne, un bien quelconque, le déplacer à l'insu peut-être de la volonté de cette personne-là, ou encore pour un objectif très précis. C'est-à-dire que c'est lui qui enlève a un objectif qui est précis, mais l'objectif en soi aussi n'est pas du tout sain en fait. Donc l'objectif n'est pas aussi sain.
Et quand on enlève des personnes comme ça, très souvent c'est pour, comme vous l'avez dit tantôt ici, pour des rançons ou encore pour un objectif quelconque. Aujourd'hui, on nous cite peut-être la vente ou les trafics des organes humains et tout ça. Vous donc ne voilà. pouvez pas le confirmer parce que vous n'en avez pas les preuves. Non, non, je ne confirme rien. J'ai dit aujourd'hui, j'ai parlé pas d'une confirmation parce que ça, il y a des procès qui sont en cours, dont nous attendons les conclusions de ces procès-là. Alors le code pénal n'est pas vraiment très explicite sur cette infraction. Est-ce que c'est pour ça que le ministère public réqualifie les infractions en association des malfaiteurs, vol avec violence? Est-ce que ce n'est pas une manière d'exprimer clairement que le code pénal congolais n'est pas actualisé par rapport à un certain nombre d'infractions? Bon, effectivement, en principe, il fallait, en principe, c'est ce que nous disons. Donc, il y a même des propositions, puisque même le phénomène Koulouna, vous trouverez que même les ministères publics étaient en difficulté, d'où il fallait réqualifier pour voir un peu dans quel contexte situer les actes qui ont été perpétrés. Vous voyez, donc il fallait maintenant les asseoir par rapport aux droits, par rapport aux préventions légales donc, dans notre pays. Donc, même pour le ministère public, je crois qu'il sera en difficulté. Pourquoi? Parce que même la loi ne parle pas, ne définit pas clairement l'enlèvement. Mais on parle de l'enlèvement à déplacement des bornes et tout ça par rapport à l'article 115. La loi ne parle pas de kidnapping non plus. Non, non, la loi ne parle pas de kidnapping. Donc, kidnapping, c'est un terme plus général, un terme, voilà. Donc, mais la loi parle avec précision de l'enlèvement, mais malheureusement que cet enlèvement-là n'a pas été aussi précis. Et c'est une situation, selon certains juristes, vous allez peut-être le contredire, qui devient comme un fonds de commerce pour une campagne. On assiste maintenant aujourd'hui à des déclarations un peu d'une manière dispersée de la part du gouvernement, des autorités judiciaires. Chacun tire les draps de son côté pour accuser l'autre par rapport peut-être à la défaillance de son travail. Est-ce que cela ne va pas accentuer justement la situation et détourner l'attention de la population sur les vraies causes et les problèmes à régler? Oui, je crois que les politiques sont ce qu'ils sont en principe. C'est une récupération politicienne parce qu'en politique, tous les coups sont permis. C'est-à-dire, pardon? Est-ce que c'est le moment de faire une récupération politique? Ah bon, les moments, il faut attendre quel moment? Il faut attendre le moment de la campagne électorale ou encore, dès que les présidents prennent les commandes des choses, il est président de la République, il est passé par ce que nous appelons la prestation peut-être de son serment. Du coup, il prend les choses à main, il devra rassurer de ces côtés-là. C'est-à-dire qu'il est le garant de la nation. Il garantit même la sécurité de sa population. Dès lors que cette population est exposée à ce genre de pratiques, du coup, on voit la responsabilité même de l'État. Mais au nom de la séparation du pouvoir, la justice travaille déjà. Il y a des audiences foraines qui sont organisées à l'esplanade du bâtiment de la territoriale, non? C'est déjà une manière de rassurer. Effectivement, mais l'État doit encore rassurer plus parce qu'il se pose un problème. C'est comme hier, j'étais en train de circuler. Bon, nous préférons plus être du côté de la population et à chaque fois, nous ramassons des informations par-ci, par-là. Hier, j'étais là en train d'échanger avec un certain groupe de gens où vous sentez que les gens vous disent que ces problèmes, ces fléaux, beaucoup plus, c'est l'inefficacité de la justice. Vous trouverez aujourd'hui quelqu'un arrêté, demain il est dehors. Vous voyez, quand les gens acquisent déjà la justice, vous voyez, quelque part, ça crée déjà une crise de confiance, même par rapport à la justice congolaise. Est-ce que vous pensez que cette manière d'accuser la justice est justifiée en tant que juriste? Bon, en tant que juriste, pour prouver réellement que cette justice ne joue pas son rôle, il est difficile pour moi, en tant que praticien, de dire aujourd'hui ou de dire tout haut devant notre public que la justice a failli. Mais néanmoins, la population qui est face à cette justice voit les choses aussi autrement que nous. Parlons des audiences foraines qui sont organisées d'une manière assez expéditive.
pour faire un peu du cosmétique selon certains juristes. Est-ce que ces audiences foraines sont organisées dans le respect de la procédure, le respect du contradictoire, le droit garanti aux présumés coupables par rapport à leur défense et tout ça? Bon, je pense que la démarche que la justice a emboîtée aujourd'hui, c'est une démarche tout à fait normale. Mais pour moi, je pourrais donner un autre avis qui sera contraire parce que ce ne sont pas les kidnappeurs et ces gens-là, ces malfrats-là, ne sont pas en fait les criminels ordinaires, parce qu'un criminel qui vient, qui vous arrache un organe, devient déjà un criminel qui a plus des singularités dans son mode opératoire. Vous voyez, alors pour ça, je dirais que non, ces gens-là, en principe, même les services de sécurité, devraient en principe pas organiser trop tôt des procès. Parce que pour moi, j'estime que ces procès-là sont un peu trop tôt. Je ne sais pas si c'est pour faire peut-être plaisir au public ou encore essayer un peu d'atténuer l'ardeur, la chaleur qui caractérise la population depuis ces événements d'enlèvement, tantôt, plus tôt et tout ça. Parce que là, j'ai suivi encore, je crois c'était un commissaire, je ne sais pas, de la police, qui a dit que bon, jusque-là, nous avions les commissaires provinciaux. En tant qu'avocat, que vous devriez bien connaître. Effectivement. Non, les commissaires provinciaux, je ne parle pas de celui qui a tenu, malheureusement, que je l'ai suivi. C'est pas parce que vous êtes du barreau du Kwilu que vous ne pouvez pas connaître les autorités de Kinshasa. Non, je maîtrise bien. Nous avions le général Silvano Kassongo qui est avec nous tout le temps. Alors, il dit que jusque-là, ils n'ont pas enregistré les cas de certaines personnes ou encore victimes de ces actes-là. Quand je suivis, je me suis dit, bon, je ne sais pas, est-ce que la population, ce n'était pas une manière pour la population de décrier ces phénomènes-là, tout en disant par-ci, par-là, on voyait à la télévision où les gens passaient, dans des émissions télévisées, on voyait les gens passer. Est-ce que ces présumés coupables sont assistés? Les présumés coupables sont assistés parce que je vis hier. Hier, j'ai vu les avocats accompagner ces clients parce qu'ils sont normalement protégés aussi par la loi, bien qu'ils soient criminels, mais ils sont protégés par la loi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. Aujourd'hui, beaucoup de justiciables et même certains officiers de police se plaignent du fait que ces personnes que vous appelez Kuluna ou enfants en conflit avec la loi, quand elles sont arrêtées, ils sont automatiquement libérés. Et le problème, c'est justement la procédure. Si les arrestations sont faites sans respect de procédure, c'est normal que ces personnes soient libérées, non? En tant qu'avocat, non? Oui, en tant qu'avocat, je dirais ceci. Ces personnes sont jugées par rapport à une loi qui existe, c'est le code pénal, et par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Voyez? Alors, si quelqu'un commet le vol, je crois que le vol est consacré par le code pénal congolais. La sanction, elle est connue. Quand on parle de l'extorsion, la sanction, elle est connue. C'est-à-dire que non, par rapport à la sanction, une personne peut écoper peut-être d'une servitude pénale de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans selon les cas, et qu'à l'épurement de ces délais-là, la personne devra être libérée. On ne pourra pas continuer à les garder. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait qu'on organise peut-être un procès spécial pour ces gens-là. Et moi, personnellement, j'accuse, je ne peux pas accuser les services parce que les services ont fait quand même un travail des titans. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il fallait, en principe, que ces gens-là qui sont arrêtés soient d'abord gardés, interrogés, rester d'abord dans des enclos de services de sécurité, être interrogés très suffisamment parce que les auteurs principaux de tous ces actes-là, jusque-là, ne sont pas encore connus. On suppose que c'est ce que le ministère public a fait pour asseoir ces accusations. Mais aujourd'hui, les voix s'élèvent de plus en plus sur le principe de droit qui dit que l'infraction est individuelle. Alors, quand le ministère public propose la peine de mort, selon certains juristes, on devrait étudier chaque prévenu au cas par cas. Il y en a qui n'ont commis que des vols. Et le code pénal est clair que pour un vol, on ne condamne pas à mort ou à perpétuité, par exemple. Effectivement. Alors, est-ce que de ce côté-là, on n'a pas l'impression de marcher un peu sur tout ce que les pays ont ratifié
comme principe de droit, de protection des droits humains à cause justement de la vindicte populaire? Oui, oui. Bon, en principe, je crois que même le ministère public a suivi peut-être la voix de la population ou encore, il peut requérir, mais il appartiendra maintenant au juge de voir tous les contours, les méandres du droit qui caractérisent en principe ces procès-là ou qui caractérisent tous ces faits-là. C'est-à-dire pour le ministère public, en tant que garant du code pénal, il peut requérir peut-être la peine, la peine capitale, mais quand bien même que nous avions eu à ratifier par-ci par-là les textes internationaux qui aujourd'hui interdisent la peine de mort et consorts, mais dans nos codes ou encore dans notre code pénal, l'infraction plutôt la condamnation à perpétuité ou encore la condamnation à la peine de mort existe jusque-là. Oui, ça existe jusque-là. Et je me rappelle bien, c'était lors d'une tribune des Nations Unies que le président, à son temps, le président Kabila, à son temps, devant la tribune des Nations Unies, a prononcé cela. Il a dit que non, nous suspendons. Il avait parlé de la suspension de l'exécution, mais il n'a pas parlé de l'abrogation de cette loi, parce que jusque-là, le code pénal n'a pas été visité ou encore révisé sur cet aspect-là. Donc voilà pourquoi même le ministère public aujourd'hui est en droit peut-être de requérir cette peine-là pour... Et puis encore, ces gens-là n'ont pas agi d'une façon singulière ou particulière, mais ils ont agi tous en corréité. Vous voyez, donc c'est une participation criminelle. On ne peut pas ici rester là à examiner le rôle que chacun a joué dans cette opération. Mais ils n'ont pas agi tous les 30 non plus. Hein. Bon, au même moment, et c'est 30 personnes. C'est 30 personnes. Mais c'est à la justice de déterminer parce que l'instruction continue et la vérité va finir par éclater. Alors, en droit, est-ce que le fait d'enlever une personne, le déplacer, comme vous avez dit, de son état initial pour un autre endroit, sans son consentement, est puni de la même manière que quelqu'un qui commet, par exemple, un vol ou qui est dans une association de malfaiteurs et tout ça. C'est ce qui soulève justement les débats sur le code pénal congolais. J'ai comme l'impression que certaines personnes, ou encore les communs des mortels, ne pourraient pas comprendre. Mais en droit, nous avions ce qui est... je crois que l'élément important de l'analyse d'une infraction, c'est l'élément moral. Vous voyez, l'élément moral. Et je crois que c'est l'élément le plus important même. Parce qu'on peut poser un acte, mais il faut voir l'intention de l'acte posé. Est-ce que l'intention, ou encore les intentions de tous ces malfrats-là, quand ils enlèvent, c'est pour quel objectif? Parce que nous entendons dire qu'on est en train de prélever les organes, on fait ceci, cela, on tue et tout. C'est ce que nous entendons de certaines personnes. Nous attendons toutefois, comme on venait de dire, que la conclusion du procès, c'est là où la vérité va éclater. Mais pour nous, nous disons que les enlèvements-là n'ont pas du tout, en fait, n'ont pas un caractère, comment je pourrais dire, c'est-à-dire que ce sont des enlèvements qui rentrent dans les cadres d'une intention qui est tellement nuisible, parce qu'il s'agit d'une entreprise organisée, des criminels qui opèrent, qu'ils vous enlèvent, ils vous apportent dans un endroit inconnu, ils vous font ce qu'ils vous font, et puis de là on ne sait pas, parce que là, jusque-là on ne sait pas, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont été enlevées et qui sont retournées dans leur famille, qui sont retournées dans la société. Donc ce sont des questions qui restent encore à savoir. Et comment vous comprenez la présence personnelle du ministre de l'Intérieur et du procureur général près la Cour de cassation dans ces audiences? C'est pour rassurer sa population. Le ministre est là afin de veiller parce que la sécurité c'est entre ses mains en principe et c'est le paisible citoyen et du procureur général près la Cour de cassation. Oui, effectivement, pas parce que intimider la composition. Non, ce n'est pas l'objectif d'intimider la composition. Ce n'est pas ça, mais c'est beaucoup plus pour rassurer un peu la population parce qu'à un certain moment, les gens, comme on venait de le dire tantôt ici, que les gens avaient vraiment perdu confiance à la justice congolaise. Alors pour rassurer, parce que
vous entendrez dire partout où vous passez que non, voilà, ces mêmes criminels, on les attrape aujourd'hui, demain ils seront libérés et tout, patati patata. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et moi je pense que les ministres devraient être là et les ministres doivent aussi veiller. Ils doivent veiller, malheureusement, il n'est pas le ministre de la Justice. Vous voyez, ça revient au ministre de la Justice de veiller pour que ces gens-là puissent purger convenablement leur peine. Ils puissent purger convenablement leur peine. Parce que j'ai suivi un gars qui était là, qui dit que non, bon, moi, on m'a arrêté si c'est 7 fois et j'en suis sorti. Ça m'a étonné. Et tout ça, ça revient à qui? La réponse revient maintenant au magistrat. La réponse revient à la justice. De dire comment est-ce qu'une même personne qui commet les mêmes crimes, qui commet les mêmes faits infractionnels, être libéré à 7 reprises et il vient comme ça, il le dit tout haut à la télévision que j'ai été libéré. Et du coup, déjà des déclarations comme ça frise en quelque sorte une certaine méfiance à la justice. Alors, au-delà des arrestations, on devrait peut-être faire des enquêtes très poussées pour connaître les causes justement de cette situation qui a pris de l'ampleur et peut-être les conséquences et aussi peut-être les voies de... En fait, essayer de prendre maintenant beaucoup plus au sérieux la situation pour que ça ne se répète plus. Effectivement, moi je pense que cela revient à nos services de sécurité de prendre après les corps cette situation vraiment au sérieux. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que bon, ces audiences-là ou encore l'engagement à un procès déjà public serait un peu prématuré. Ça, c'est mon avis personnel. C'est mon avis. Je l'ai dit que non, il fallait d'abord que les services de sécurité puissent travailler là-dessus. C'est-à-dire prendre ces criminels-là, les priver des libertés, les interroger plutôt très sévèrement, très sérieusement, afin de comprendre un peu les méandres ou les contours, ou leur objectif, parce que l'objectif c'est quoi? Et puis encore, comme il y a des gens, comme on entend dire, il y a des gens qui sont derrière et ceux qui le payent, tout ça, à se livrer dans ce genre de pratiques, devraient en principe être aussi appréhendés. Vous voyez, déjà par le fait qu'on organise déjà un procès public comme ça, à l'égard de ceux qui ont été arrêtés, je pense que les autres vont déjà prendre fuite. Mais cela n'empêche que des sanctions soient sévères, afin d'empêcher à ceux-là qui peut-être auront encore l'intention d'agir de la même manière, puissent quand même se retirer de cette idée-là. Ça se voit que vous êtes passionné sur la question. Est-ce que vous seriez prêt à défendre un des présumés criminels présentés? Bon, nous prêtons serment pour défendre les causes qui sont justes. En tant qu'avocat, je ne sais pas, mais en fait, par rapport à la moralité, parce que je sais que les confrères qui sont là, bon, en tout cas, loin de moi, l'idée peut-être d'accuser les confrères qui sont là, mais à mon humble avis, je crois que si je pouvais être peut-être consulté par un de ces criminels, je lui dirais en âme et conscience que... Non, il faut dire présumés. Des présumés, oui. Ils ne sont pas encore condamnés. Oui, voilà pourquoi je parle, oui. Je parle de malfrats, je parle Bon, ils sont prévenus en fait. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore condamnés, ils sont prévenus. Maître, on va terminer avec vous. Quelles sont pour vous les pistes de solutions que vous proposez par rapport à toute cette situation? Je pense pour ma part, parce que j'ai Parce que vous avez parlé des services de sécurité, il y a déjà quelques propositions où la police a déjà suggéré aux citoyens de faire un peu plus attention. Un certain nombre quand même des situations ont été présentées, mais au-delà de ça, selon vous? Bon, au-delà de ça, moi je pense bien qu'il faut renforcer la sécurité. L'autre fois, je crois avoir pris langue avec un haut gradé aussi de la police qui nous dira qu'il se pose un problème peut-être de logistique. Vous savez, hier j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, bon, il se passe actuellement, ces enlèvements-là se passent très souvent, vous trouverez dans des tronçons, et puis ça se passe généralement, même la journée comme ça, on peut enlever des gens. D'où la nécessité peut-être pour les services de la police ou les services de sécurité de prendre un peu, comme nous venons de le dire, en prenant à bras le corps la situation, c'est-à-dire qu'il faut renforcer la sécurité. Renforcer même ce que nous appelons, comment on appelle ça,
les policiers, il y a des véhicules de la police qui font la ronde, tout ça, voilà. En principe, nous devons avoir des jeeps qui roulent matin, midi, soir sur les grandes artères de la ville. Parce que vous pouvez rester là du matin jusqu'au soir, vous ne trouvez aucune jeep de la police sur une artère quelconque de la capitale. C'est décevant en fait. À un certain moment, vous dites que non, mais nous sommes dans quel pays là? Parce que quand vous arrivez en France, on vous dit que les policiers font la ronde. À tout moment, il y a le véhicule de la police qui passe, qui revient, qui passe, qui revient. Et dans ces cas-là, je crois que même si on ne saurait pas éradiquer complètement ou totalement ces phénomènes-là, mais on pourra peut-être assouplir ou encore essayer un peu d'atténuer ces phénomènes-là et mettre la population un peu plus à l'aise. Maître Doudou Kaïmba, je vous remercie pour votre intervention par rapport à ce sujet. On espère vous revoir pour co-débattre avec un de vos confrères aussi qui va donner son avis de droit par rapport à la situation. Ça sera un grand plaisir pour nous parce que je pensais d'ailleurs qu'aujourd'hui je serai en face des co-débatteurs qui malheureusement, peut-être qui a été plutôt empêché, mais très prochainement nous serons favorables à l'invitation et nous reviendrons sur ça.